Robinson Crusoé, chapitre 3. Mon esprit ne s'occupa plus alors qu'à chercher les moyens de me mettre en sûreté, soit contre les sauvages qui pourraient survenir, soit contre les bêtes féroces s'il y en avait dans l'île. J'avais plusieurs sentiments touchant l'accomplissement de ce projet, et touchant la demeure que j'avais à me construire, soit que je me fisse une grotte sous terre ou une tente sur le sol. Bref, je résolus d'avoir l'un et l'autre, et de telle sorte qu'à coup sûr la description n'en sera point hors de propos. Je reconnus d'abord que le lieu où j'étais n'était pas convenable pour mon établissement, particulièrement parce que c'était un terrain bas et marécageux, proche de la mer, que je croyais ne pas devoir être sain, et plus particulièrement encore parce qu'il n'y avait point d'eau douce près de là. Je me déterminai donc à chercher un coin de terre plus favorable. Je devais considérer plusieurs choses dans le choix de ce site. 1. La salubrité et l'eau douce dont je parlais tout à l'heure. 2. L'abri contre la chaleur du soleil. 3. La protection contre toute créature rapace, hommes ou bêtes. 4. La vue de la mer, afin que si Dieu envoyait quelques bâtiments dans ces parages, je pusse en profiter pour ma délivrance, car je ne voulais point encore en bannir l'espoir de mon cœur. En cherchant un lieu qui réunit tous ces avantages, je trouvai une petite plaine située au pied d'une colline, dont le flanc, regardant cette esplanade, s'élevait à pic comme la façade d'une maison, de sorte que rien ne pouvait venir à moi de haut en bas. Sur le devant de ce rocher, il y avait un enfoncement qui ressemblait à l'entrée ou à la porte d'une cave, mais il n'existait réellement aucune caverne ni aucun chemin souterrain. Ce fut sur cette pelouse, juste devant cette cavité, que je résolus de m'établir. La plaine n'avait pas plus de 200 verges de largeur sur une longueur double, et formait devant ma porte un boulingrin qui s'en allait mourir sur la plage en pente douce et irrégulière. Cette situation était au nord-nord-ouest de la colline, de manière que chaque jour j'étais à l'abri de la chaleur, jusqu'à ce que le soleil déclinât à l'ouest quart sud, ou environ. Mais alors, dans ces climats, il n'est pas éloigné de son coucher. Avant de dresser ma tente, je traçai devant le creux du rocher un demi-cercle dont le rayon avait environ 10 verges à partir du roc, et le diamètre 20 verges depuis un bout jusqu'à l'autre. Je plantai dans ce demi-cercle 2 rangées de gros pieux que j'enfonçai en terre jusqu'à ce qu'ils fussent solides comme des pilotis. Leurs gros bouts, taillés en pointe, s'élevaient hors de terre à la hauteur de 5 pieds et demi. Entre les 2 rangs, il n'y avait pas plus de 10 pouces d'intervalle. Je pris ensuite les morceaux de câble que j'avais coupés à bord du vaisseau et je les posai les uns sur les autres dans l'entre-deux de la double palissade jusqu'à son sommet. Puis, en dedans du demi-cercle, j'ajoutai d'autres pieux d'environ 2 pieds et demi, s'appuyant contre les premiers et leur servant de contre-fiche. Cet ouvrage était si fort que ni homme ni bête n'aurait pu le forcer ni le franchir. Il me coûta beaucoup de temps et de travail, surtout pour couper les pieux dans les bois, les porter à pied d'œuvre et les enfoncer en terre. Pour entrer dans la place, je fis non pas une porte, mais une petite échelle avec laquelle je passai par-dessus ce rempart. Quand j'étais en dedans, je l'enlevai et la tirai à moi. Je me croyais ainsi parfaitement défendu et fortifié contre le monde entier, et je dormais donc en toute sécurité pendant la nuit, ce qu'autrement je n'aurais pu faire. Pourtant, comme je le reconnus dans la suite, il n'était nullement besoin de toutes ces précautions contre des ennemis que je m'étais imaginé avoir à redouter. Dans ce retranchement ou cette forteresse, je transportais avec beaucoup de peine toutes mes richesses, tous mes vivres, toutes mes munitions et provisions, dont plus haut vous avez eu le détail,
et je me dressai une vaste tente que je fis double pour me garantir des pluies qui sont excessives en cette région pendant certains temps de l'année. C'est-à-dire que j'établis d'abord une tente de médiocre grandeur. Ensuite une plus spacieuse par-dessus, recouverte d'une grande toile goudronnée que j'avais mise en réserve avec les voiles. Dès lors, je cessai pour un temps de coucher dans le lit que j'avais apporté à terre, préférant un fort bon hamac qui avait appartenu au capitaine de notre vaisseau. Ayant apporté dans cette tente toutes mes provisions et tout ce qui pouvait se gâter à l'humidité, et ayant ainsi renfermé tous mes biens, je condamnai le passage, que jusqu'alors j'avais laissé ouvert, et je passais et repassais avec ma petite échelle, comme je l'ai dit. Cela fait, je commençai à creuser dans le roc, et transportant à travers ma tente la terre et les pierres que j'en tirais, j'en formai une sorte de terrasse qui éleva le sol d'environ 1,5 pied en dedans de la palissade. Ainsi, justement derrière ma tente, je me fis une grotte qui me servait comme cellier pour ma maison. Il m'en coûta beaucoup de travail et beaucoup de temps avant que je pusse porter à leur perfection ces différents ouvrages. C'est ce qui m'oblige à reprendre quelques faits qui fixèrent une partie de mon attention durant ce temps. Un jour, lorsque ma tente et ma grotte n'existaient encore qu'en projet, il arriva qu'un nuage, sombre et épais, fondit en pluie d'orage, et que soudain un éclair en jaillit, suivi, selon son effet naturel, d'un grand coup de tonnerre. La foudre m'épouvanta moins que cette pensée qui traversa mon esprit avec la rapidité même de l'éclair. Oh, ma poudre! Le cœur me manqua quand je songeai que toute ma poudre pouvait sauter d'un seul coup. Ma poudre, mon unique moyen de pourvoir à ma défense et à ma nourriture. Il s'en fallait de beaucoup que je fusse aussi inquiet sur mon propre danger, et cependant si la poudre eût pris feu, je n'aurais pas eu le temps de reconnaître d'où venait le coup qui me frappait. Cette pensée fit une telle impression sur moi qu'aussitôt l'orage passé, je suspendis mes travaux, ma bâtisse et mes fortifications, et me mis à faire des sacs et des boîtes pour diviser ma poudre par petites quantités, espérant qu'ainsi séparé, quoi qu'il pût advenir, tout ne pourrait s'enflammer à la fois. Puis je dispersai ces paquets de telle façon qu'il aurait été impossible que le feu se communiquât de l'un à l'autre. J'achevai cette besogne en 15 jours environ. Et je crois que ma poudre, qui pesait bien en tout 240 livres, ne fut pas divisée en moins de 100 paquets. Quant au baril qui avait été mouillé, il ne me donnait aucune crainte. Aussi le plaçai-je dans ma nouvelle grotte, que par fantaisie j'appelais ma cuisine. Et quant au reste, je le cachai à une grande hauteur et profondeur dans des trous de rochers à couvert de la pluie, et que j'eus grand soin de remarquer. Tandis que j'étais occupé à ce travail, je sortais au moins une fois chaque jour avec mon fusil, soit pour me récréer, soit pour voir si je ne pourrais pas tuer quelque animal pour ma nourriture, soit enfin pour reconnaître, autant qu'il me serait possible, quelles étaient les productions de l'île. Dès ma première exploration, je découvris qu'il y avait des chèvres, ce qui me causa une grande joie. Mais cette joie fut modérée par un désappointement. Ces animaux étaient si méfiants, si fins, si rapides à la course, que c'était la chose du monde la plus difficile que de les approcher. Cette circonstance ne me découragea pourtant pas, car je ne doutais nullement que je n'en pusse blesser de temps à autre, ce qui ne tarda pas à se vérifier. Après avoir observé un peu leurs habitudes, je leur dressai une embûche. J'avais remarqué que lorsque du haut des rochers elles m'apercevaient dans les vallées, elles prenaient l'épouvante et s'enfuyaient. Mais si elles paissaient dans la plaine et que je fusse sur quelque éminence, elles ne prenaient nullement garde à moi. De là je conclus que par la position de leurs yeux, elles avaient la vue tellement dirigée en bas qu'elles ne voyaient pas aisément les objets placés au-dessus d'elles.
J'adoptai en conséquence la méthode de commencer toujours ma chasse par grimper sur les rochers qui les dominaient. Et de là, je l'avais souvent belle pour tirer. Du premier coup que je lâchai sur ces chèvres, je tuai une bique, qui avait auprès d'elle un petit cabri qu'elle nourrissait, ce qui me fit beaucoup de peine. Quand la mère fut tombée, le petit chevreau non seulement resta auprès d'elle jusqu'à ce que j'allasse la ramasser, mais encore, quand je l'emportai sur mes épaules, il me suivit jusqu'à mon enclos. Arrivé là, je la déposai à terre, et prenant le biquet dans mes bras, je le passai par-dessus la palissade, dans l'espérance de l'apprivoiser. Mais il ne voulut point manger, et je fus donc obligé de le tuer et de le manger moi-même. Ces deux animaux me fournirent de viande pour longtemps, car je vivais avec parcimonie et ménageais mes provisions, surtout mon pain, autant qu'il était possible. Ayant alors fixé le lieu de ma demeure, je trouvai qu'il était absolument nécessaire que je pourvusse à un endroit pour faire du feu et à des provisions de chauffage. De ce que je fis à cette intention, de la manière dont j'agrandis ma grotte, et des aisances que j'y ajoutai, je donnerai amplement le détail en son temps et lieu. Mais il faut d'abord que je parle de moi-même et du tumulte de mes pensées sur ma vie. Ma situation m'apparaissait sous un jour affreux. Comme je n'avais échoué sur cette île qu'après avoir été entraîné par une violente tempête, hors de la route de notre voyage projeté, et à plusieurs centaines de lieues de la course ordinaire des navigateurs, j'avais de fortes raisons pour croire que par arrêt du ciel, je devais terminer ma vie de cette triste manière, dans ce lieu de désolation. Quand je faisais ces réflexions, des larmes coulaient en abondance sur mon visage, et quelquefois je me plaignais à moi-même de ce que la Providence pouvait ruiner ainsi complètement ces créatures, les rendre si absolument misérables, et les accabler à un tel point qu'à peine serait-il raisonnable qu'elles lui sussent gré de l'existence. Mais j'avais toujours un prompt retour sur moi-même, qui arrêtait le cours de ces pensées et me couvrait de blâme. Un jour, entre autres, me promenant sur le rivage, mon fusil à la main, j'étais fort attristé de mon sort, quand la raison vint, pour ainsi dire, disputer avec moi, et me parla ainsi. « Tu es, il est vrai, dans l'abandon, mais rappelle-toi, s'il te plaît, ce qu'est devenu le reste de l'équipage. N'étiez-vous pas descendus 11 dans la chaloupe? Où sont les 10 autres? Pourquoi n'ont-ils pas été sauvés, et toi perdu? Pourquoi as-tu été le seul épargné? Lequel vaut mieux, d'être ici ou d'être là? » En même temps, je désignai du doigt la mer. Il faut toujours considérer dans les mots le bon qui peut faire compensation, et ce qu'ils auraient pu amener de pire. Alors, je compris de nouveau combien j'étais largement pourvu pour ma subsistance. Quel eût été mon sort s'il n'était pas arrivé, par une chance qui s'offrirait à peine une fois sur 100 000, que le vaisseau se souleva du banc où il était ensablé d'abord, et dériva si proche de la côte que j'eusse le temps d'en sortir tant de choses. Quel eût été mon sort s'il eût fallu que je vécusse dans le dénuement où je me trouvais en abordant le rivage, sans les premières nécessités de la vie, et sans les choses nécessaires pour me les procurer et pour y suppléer. Surtout, qu'aurais-je fait, m'écriai-je, sans fusil, sans munitions, sans outils pour travailler et me fabriquer bien des choses, sans vêtements, sans lit, sans tente, sans aucune espèce d'abri. Mais j'avais de tout cela en abondance, et j'étais en beau chemin de pouvoir m'approvisionner par moi-même et me passer de mon fusil lorsque mes munitions seraient épuisées. J'étais ainsi à peu près assuré d'avoir tant que j'existerais une vie exempte du besoin. Car dès le commencement, j'avais songé à me prémunir contre les accidents qui pourraient survenir, non seulement après l'entière consommation de mes munitions, mais encore après l'affaiblissement de mes forces et de ma santé.
J'avouerai toutefois que je n'avais pas soupçonné que mes munitions pouvaient être détruites d'un seul coup. J'entends que le feu du ciel pouvait faire sauter ma poudre. Et c'est ce qui fit que cette pensée me consterna si fort, lorsqu'il vint à éclairer et à tonner, comme je l'ai dit plus haut. Maintenant que je suis sur le point de m'engager dans la relation mélancolique d'une vie silencieuse, d'une vie peut-être inouïe dans le monde, je reprendrai mon récit dès le commencement et je le continuerai avec méthode. Ce fut, suivant mon calcul, le 30 septembre que je mis le pied pour la première fois sur cette île affreuse. Le soleil était, pour ces régions, dans l'équinoxe d'automne et presque à plomb sur ma tête. Alors que j'avais observé que je me trouvais par les 9° 22' de latitude au nord de l'équateur. Au bout d'environ 10 ou 12 jours que j'étais là, il me vint en l'esprit que je perdrais la connaissance du temps, faute de livres, de plumes et d'encre, et même que je ne pourrais plus distinguer les dimanches des jours ouvrables. Pour éviter cette confusion, j'érigeai sur le rivage, où j'avais pris terre pour la première fois, un gros poteau en forme de croix, sur lequel je gravai avec mon couteau, en lettres capitales, cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau carré, je fis tous les jours une encoche. Chaque 7e encoche avait le double de la longueur des autres, et tous les premiers du mois, j'en marquai une plus longue encore. Par ce moyen, j'entretins mon calendrier, ou le calcul de mon temps, divisé par semaine, mois et années. C'est ici le lieu d'observer que parmi le grand nombre de choses que j'enlevai du vaisseau, dans les différents voyages que j'y fis, je me procurai beaucoup d'articles de moindre valeur, mais non pas d'un moindre usage pour moi, et que j'ai négligé de mentionner précédemment, comme par exemple des plumes, de l'encre, du papier et quelques autres objets serrés dans les cabines du capitaine, du second, du canonnier et du charpentier. 3 ou 4 compas, des instruments de mathématiques, des cadrans, des lunettes d'approche, des cartes et des livres de navigation, que j'avais pris pêle-mêle sans savoir si j'en aurais besoin ou non. Je trouvai aussi 3 fort bonnes Bibles que j'avais reçues d'Angleterre avec ma cargaison, et que j'avais emballées avec mes hardes. En outre, quelques livres portugais, 2 ou 3 de prières catholiques, et divers autres volumes que je conservai soigneusement. Il ne faut pas que j'oublie que nous avions dans le vaisseau un chien et 2 chats, dont j'aurai peut-être occasion de conter l'éminente histoire en temps et place. J'emportai en effet les 2 chats avec moi. Quant au chien, il sauta de lui-même hors du vaisseau et vint à la nage me retrouver à terre, après que j'y eus conduit ma première cargaison. Pendant bien des années, il fut pour moi un serviteur fidèle. Je n'eus jamais faute de ce qu'il pouvait m'acquérir, ni de la compagnie qu'il pouvait me faire. Seulement, j'aurais désiré qu'il me parlât, mais c'était chose impossible. J'ai dit que j'avais trouvé des plumes, de l'encre et du papier. Je les ménageai extrêmement, et je ferai voir que tant que mon encre dura, je tins un compte exact de toutes choses. Mais quand elle fut usée, cela me devint impraticable, car je ne pus parvenir à en faire d'autres par aucun des moyens que j'imaginais. Cela me fait souvenir que, nonobstant tout ce que j'avais amassé, il me manquait quantité de choses. De ce nombre était premièrement l'encre, ensuite une bêche, une pioche et une pelle pour fouir et transporter la terre, enfin des aiguilles, des épingles et du fil. Quant au linge, j'appris bientôt à m'en passer sans beaucoup de peine. Ce manque d'outils faisait que dans tous mes travaux je n'avançais que lentement, et il s'écoula près d'une année avant que j'eusse entièrement achevé ma petite palissade où parquait mon habitation. Ces palis ou pieux étaient si pesants que c'était tout ce que je pouvais faire de les soulever. Il me fallait longtemps pour les couper et les façonner dans les bois,
et bien plus longtemps encore pour les amener jusqu'à ma demeure. Je passai quelquefois 2 jours à tailler et à transporter un seul de ces poteaux, et un 3e jour à l'enfoncer en terre. Pour ce dernier travail, je me servais au commencement d'une lourde pièce de bois, mais plus tard, je m'avisai d'employer une barre de fer, ce qui n'empêcha pas toutefois qu'enfoncer ces paliers ou ces pieux ne fût une rude et longue besogne. Mais quel besoin aurais-je eu de m'inquiéter de la lenteur de n'importe quel travail? Je sentais tout le temps que j'avais devant moi, et que cet ouvrage, une fois achevé, je n'aurais aucune autre occupation, au moins que je pusse prévoir, si ce n'est de rôder dans l'île pour chercher ma nourriture, ce que je faisais plus ou moins chaque jour. Je commençai dès lors à examiner sérieusement ma position et les circonstances où j'étais réduit. Je dressai, par écrit, un état de mes affaires, non pas tant pour les laisser à ceux qui viendraient après moi, car il n'y avait pas d'apparence que je dusse avoir beaucoup d'héritiers, que pour délivrer mon esprit des pensées qui l'assiégeaient et l'accablaient chaque jour. Comme ma raison commençait alors à me rendre maître de mon abattement, j'essayais à me consoler moi-même du mieux que je pouvais, en balançant mes biens et mes maux, afin que je pusse bien me convaincre que mon sort n'était pas le pire. Et, comme débiteur et créancier, j'établis, ainsi qu'il suit, un compte très fidèle de mes jouissances, en regard des misères que je souffrais. Le mal. Je suis jeté sur une île horrible et désolée, sans aucun espoir de délivrance. Le bien. Mais je suis vivant, mais je n'ai pas été noyé comme le furent tous mes compagnons de voyage. Le mal. Je suis écarté et séparé, en quelque sorte, du monde entier pour être misérable. Le bien. Mais j'ai été séparé du reste de l'équipage pour être préservé de la mort, et celui qui m'a miraculeusement sauvé de la mort peut aussi me délivrer de cette condition. Le mal. Je suis retranché du nombre des hommes, je suis un solitaire, un banni de la société humaine. Le bien. Mais je ne suis point mourant de faim et expirant sur une terre stérile qui ne produise pas de subsistance. Le mal. Je n'ai point de vêtements pour me couvrir. Le bien. Mais je suis dans un climat chaud, où si j'avais des vêtements, je pourrais à peine les porter. Le mal. Je suis sans aucune défense et sans moyen de résister à aucune attaque d'hommes ou de bêtes. Le bien. Mais j'ai échoué sur une île où je ne vois nulle bête féroce qui puisse me nuire, comme j'en ai vu sur la côte d'Afrique. Et que serais-je si j'y avais naufragé? Le mal. Je n'ai pas une seule âme à qui parler ou qui puisse me consoler. Le bien. Mais Dieu, par un prodige, a envoyé le vaisseau assez près du rivage pour que je puisse en tirer tout ce qui m'est nécessaire pour suppléer à mes besoins ou me rendre capable d'y suppléer moi-même aussi longtemps que je vivrai. En somme, il en résultait ce témoignage indubitable, que dans le monde, il n'est point de condition si misérable où il n'y ait quelque chose de positif, ou de négatif dont on doive être reconnaissant. Que ceci demeure donc comme une leçon tirée de la plus affreuse de toutes les conditions humaines, qu'il est toujours en notre pouvoir de trouver quelque consolation qui peuvent être placées dans notre bilan des biens et des maux au crédit de ce compte. Ayant alors accoutumé mon esprit à goûter ma situation, et ne promenant plus mes regards en mer dans l'espérance d'y découvrir un vaisseau, je commençai à m'appliquer à améliorer mon genre de vie, et à me faire les choses aussi douces que possible. J'ai déjà décrit mon habitation ou ma tente placée au pied d'une roche, et environnée d'une forte palissade de pieux et de câbles, que maintenant je devrais plutôt appeler une muraille, car je l'avais renformie, à l'extérieur,
d'une sorte de contre-mur de gazon d'à peu près 2 pieds d'épaisseur. Au bout d'1 an et demi environ, je posai sur ce contre-mur des chevrons s'appuyant contre le roc, que je couvris de branches d'arbres et de tout ce qui pouvait garantir de la pluie, que j'avais reconnue excessive en certains temps de l'année. J'ai raconté de quelle manière j'avais apporté tous mes bagages dans mon enclos et dans la grotte que j'avais faite par derrière. Mais je dois dire aussi que ce n'était d'abord qu'un amas confus d'effets dans un tel désordre qu'ils occupaient toute la place et me laissaient à peine assez d'espace pour me remuer. Je me mis donc à agrandir ma grotte et à pousser plus avant mes travaux souterrains, car c'était une roche de sablon qui cédait aisément à mes efforts. Comme alors je me trouvais passablement à couvert des bêtes de proie, je creusais obliquement le roc à main droite. Et puis, tournant encore à droite, je poursuivis jusqu'à ce que je l'eusse percé à jour, pour me faire une porte de sortie sur l'extérieur de ma palissade ou de mes fortifications. Non seulement cela me donna une issue et une entrée, ou en quelque sorte un chemin dérobé pour ma tente et mon magasin, mais encore de l'espace pour ranger tout mon attirail. J'entrepris alors de me fabriquer les meubles indispensables dont j'avais le plus besoin, spécialement une chaise et une table. Sans cela, je ne pouvais jouir du peu de bien-être que j'avais en ce monde. Sans une table, je n'aurais pu écrire ou manger, ni faire quantité de choses avec tant de plaisir. Je me mis donc à l'œuvre. Et ici, je constaterai nécessairement cette observation, que la raison étant l'essence et l'origine des mathématiques, tout homme qui base chaque chose sur la raison et juge des choses le plus raisonnablement possible, peut, avec le temps, passer maître dans n'importe quel art mécanique. Je n'avais de ma vie manié un outil, et pourtant, à la longue, par mon travail, mon application, mon industrie, je reconnus enfin qu'il n'y avait aucune des choses qui me manquaient que je n'eusse pu faire, surtout si j'avais eu des instruments. Quoi qu'il en soit, sans outils, je fabriquais quantité d'ouvrages, et seulement avec une hache et une herminette, je vins à bout de quelques-uns qui sans doute jusque-là n'avaient jamais été faits ainsi. Mais ce ne fut pas sans une peine infinie. Par exemple, si j'avais besoin d'une planche, je n'avais pas d'autre moyen que celui d'abattre un arbre, de le coucher devant moi, de le tailler des 2 côtés avec ma cognée jusqu'à le rendre suffisamment mince, et de le dresser ensuite avec mon herminette. Il est vrai que par cette méthode, je ne pouvais tirer qu'une planche d'un arbre entier, mais à cela, non plus qu'à la prodigieuse somme de temps et de travail que j'y dépensais, il n'y avait d'autre remède que la patience. Après tout, mon temps ou mon labeur était de peu de prix, et il importait peu que je l'employasse d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai dit plus haut, je me fis en premier lieu une chaise et une table, et je me servis pour cela des planches que j'avais tirées du navire. Quand j'eus façonné des planches, je plaçai de grandes tablettes, larges d'1 pied et demi, l'une au-dessus de l'autre, tout le long d'un côté de ma grotte, pour poser mes outils, mes clous, ma ferraille, en un mot pour assigner à chaque chose sa place, et pouvoir les trouver aisément. J'enfonçai aussi quelques chevilles dans la paroi du rocher pour y pendre mes mousquets et tout ce qui pouvait se suspendre. Si quelqu'un avait pu visiter ma grotte, à coup sûr elle lui aurait semblé un entrepôt général d'objets de nécessité. J'avais ainsi toutes choses si bien à ma main que j'éprouvais un vrai plaisir à voir le bel ordre de mes effets, et surtout à me voir à la tête d'une si grande provision. Ce fut seulement alors que je me mis à tenir un journal de mon occupation de chaque jour, car dans les commencements j'étais trop embarrassé de travaux et j'avais l'esprit dans un trop grand trouble. Mon journal n'eût été rempli que de choses attristantes. Par exemple, il aurait fallu que je parlasse ainsi.
Le 30 septembre, après avoir gagné le rivage, après avoir échappé à la mort, au lieu de remercier Dieu de ma délivrance, ayant rendu d'abord une grande quantité d'eau salée, et m'étant assez bien remis, je courus çà et là sur le rivage, tordant mes mains, frappant mon front et ma face, invectivant contre ma misère et criant « Je suis perdu, perdu !» Jusqu'à ce qu'affaibli et harassé, je fus forcé de m'étendre sur le sol, où je n'osais pas dormir de peur d'être dévoré. Quelques jours plus tard, après mes voyages au bâtiment, et après que j'en eus tout retiré, je ne pouvais encore m'empêcher de gravir sur le sommet d'une petite montagne, et de là regarder en mer, dans l'espérance d'y apercevoir un navire. Alors j'imaginais voir poindre une voile dans le lointain. Je me complaisais dans cet espoir, et après avoir regardé fixement jusqu'à en être presque aveuglé, cette vision évanouie, je m'asseyais et je pleurais comme un enfant. Ainsi j'accroissais mes misères par ma folie. Ayant cependant surmonté ces faiblesses, mon domicile et mon ameublement étant établis aussi bien que possible, je commençai mon journal dont je vais ici vous donner la copie. Encore qu'il comporte la répétition de tous les détails précédents, aussi loin que je pus le poursuivre, car mon encre une fois usée, je fus dans la nécessité de l'interrompre. Le journal. 30 septembre 1659. Moi, pauvre misérable Robinson Crusoé, après avoir fait naufrage au large durant une horrible tempête, tout l'équipage étant noyé, moi-même étant à demi-mort, j'abordai à cette île infortunée que je nommais l'île du désespoir. Je passai tout le reste du jour à m'affliger de l'état affreux où j'étais réduit, sans nourriture, sans demeure, sans vêtements, sans armes, sans lieu de refuge, sans aucune espèce de secours. Je ne voyais rien devant moi que la mort, soit que je dusse être dévoré par les bêtes ou tué par les sauvages, ou que je dusse périr de faim. À la brune, je montai sur un arbre de peur des animaux féroces, et je dormis profondément, quoiqu'il plût toute la nuit. Le 1er octobre. À ma grande surprise, j'aperçus le matin que le vaisseau avait été soulevé par la marée montante et entraîné beaucoup plus près du rivage. D'un côté, ce fut une consolation pour moi, car le voyant entier et dressé sur sa quille, je conçus l'espérance, si le vent venait à s'abattre, d'aller à bord et d'en tirer les vivres ou les choses nécessaires pour mon soulagement. D'un autre côté, ce spectacle renouvela la douleur que je ressentais de la perte de mes camarades. J'imaginais que si nous étions demeurés à bord, nous eussions pu sauver le navire, ou qu'au moins mes compagnons n'eussent pas été noyés comme ils l'étaient, et que si tout l'équipage avait été préservé, peut-être nous eussions pu construire, avec les débris du bâtiment, une embarcation qui nous aurait portés en quelque endroit du monde. Je passai une grande partie de la journée à tourmenter mon âme de ces regrets. Mais enfin, voyant le bâtiment presque à sec, j'avançai sur la grève aussi loin que je pus et me mis à la nage pour aller à bord. Il continua de pleuvoir tout le jour, mais il ne faisait point de vent. Du 1er au 24. Toutes ces journées furent employées à faire plusieurs voyages pour tirer du vaisseau tout ce que je pouvais et l'amener à terre sur des radeaux à la faveur de chaque marée montante. Il plut beaucoup durant cet intervalle, quoiqu'avec quelques lueurs de beau temps. Il paraît que c'était la saison pluvieuse. Le 20. Je renversai mon radeau et tous les objets que j'avais mis dessus, mais comme c'était dans une eau peu profonde et que la cargaison se composait surtout d'objets pesants, j'en recouvrai une grande partie quand la marée se fut retirée. Le 25. Tout le jour et toute la nuit, il tomba une pluie accompagnée de rafales. Durant ce temps, le navire se brisa, et le vent ayant soufflé plus violemment encore, il disparut, et je ne pus apercevoir ses débris qu'à marée basse seulement. Je passai ce jour-là à mettre à l'abri les effets que j'avais sauvés, de crainte qu'ils ne s'endommageassent à la pluie. Le 26.
Je parcourus le rivage presque tout le jour pour trouver une place où je pusse fixer mon habitation. J'étais fort inquiet de me mettre à couvert pendant la nuit des attaques des hommes et des bêtes sauvages. Vers le soir, je m'établis en un lieu convenable au pied d'un rocher et je traçai un demi-cercle pour mon campement, que je résolus d'entourer de fortifications composées d'une double palissade fourrée de câbles et renfourmis de gazon. Du 26 au 30, je travaillai rudement à transporter tous mes bagages dans ma nouvelle habitation, quoiqu'il plût excessivement fort une partie de ce temps-là. Le 31. Dans la matinée, je sortis avec mon fusil pour chercher quelque nourriture et reconnaître le pays. Je tuai une chèvre, dont le chevreau me suivit jusque chez moi. Mais dans la suite, comme il refusait de manger, je le tuai aussi. Le 1er novembre. Je dressai ma tente au pied du rocher et j'y couchai pour la première nuit. Je l'avais faite aussi grande que possible, avec des piquets que j'y avais plantés et auxquels j'avais suspendu mon hamac. Le 2. J'entassai tous mes coffres, toutes mes planches et tout le bois de construction dont j'avais fait mon radeau, et m'en formai un rempart autour de moi, un peu en dedans de la ligne que j'avais tracée pour mes fortifications. Le 3. Je sortis avec mon fusil et je tuai 2 oiseaux semblables à des canards, qui furent un excellent manger. Dans l'après-midi, je me mis à l'œuvre pour faire une table. Le 4. Je commençai à régler mon temps de travail et de sortie, mon temps de repos et de récréation. Et suivant cette règle que je continuais d'observer, le matin, s'il ne pleuvait pas, je sortais avec mon fusil pour 2 ou 3 heures. Je travaillais ensuite jusqu'à 11 heures environ, puis je mangeais ce que je pouvais avoir. De midi à 2 heures, je me couchais pour dormir, à cause de la chaleur accablante. Et dans la soirée, je me remettais à l'ouvrage. Tout mon temps de travail de ce jour-là et du suivant fut employé à me faire une table, car je n'étais alors qu'un triste ouvrier. Mais bientôt, après le temps et la nécessité firent de moi un parfait artisan, comme il l'aurait fait, je pense, de tout autre. Le 5. Je sortis avec mon fusil et mon chien, et je tuai un chat sauvage. Sa peau était assez douce, mais sa chair ne valait rien. J'écorchai chaque animal que je tuais, et j'en conservai la peau. En revenant le long du rivage, je vis plusieurs espèces d'oiseaux de mer qui m'étaient inconnus. Mais je fus étonné et presque effrayé par 2 ou 3 veaux marins qui, tandis que je les fixais du regard, ne sachant pas trop ce qu'ils étaient, se culbutèrent dans l'eau et m'échappèrent pour cette fois. Le 6. Après ma promenade du matin, je me mis à travailler de nouveau à ma table, et je l'achevai, non pas à ma fantaisie, mais il ne se passa pas longtemps avant que je fusse en état d'en corriger les défauts. Le 7. Le ciel commença à se mettre au beau. Les 7, 8, 9, 10 et une partie du 12, le 11 était un dimanche, je passai tout mon temps à me fabriquer une chaise, et avec beaucoup de peine, je l'amenai à une forme passable. Mais elle ne put jamais me plaire, et même en la faisant, je la démontai plusieurs fois. Nota. Je négligeai bientôt l'observation des dimanches, car ayant omis de faire la marque qui les désignait sur mon poteau, j'oubliai quand tombait ce jour. Le 13. Il fit une pluie qui humecta la terre et me rafraîchit beaucoup, mais elle fut accompagnée d'un coup de tonnerre et d'un éclair qui m'effrayèrent horriblement à cause de ma poudre. Aussitôt qu'ils furent passés, je résolus de séparer ma provision de poudre en autant de petits paquets que possible, pour la mettre hors de tout danger. Les 14, 15 et 16. Je passai ces 3 jours à faire des boîtes ou de petites caisses carrées qui pouvaient contenir une livre de poudre ou 2 tout au plus. Et les ayant emplies, je les mis aussi en sûreté et aussi éloignées les unes des autres que possible. L'un de ces 3 jours, je tuai un gros oiseau qui était bon à manger, mais je ne sus quel nom lui donner. Le 17. Je commençai en ce jour à creuser le roc derrière ma tente pour ajouter à mes commodités. Nota. Il me manquait pour ce travail 3 choses absolument nécessaires, savoir un pic, une pelle
et une brouette ou un panier. Je discontinuai donc mon travail et me mis à réfléchir sur les moyens de suppléer à ce besoin et de me faire quelques outils. Je remplaçai le pic par des leviers de fer qui étaient assez propres à cela, quoique un peu lourds. Pour la pelle ou bêche, qui était la seconde chose dont j'avais besoin, elle m'était d'une si absolue nécessité que sans cela je ne pouvais réellement rien faire, mais je ne savais par quoi la remplacer. Le 18. En cherchant dans les bois, je trouvai un arbre qui était semblable, ou tout au moins ressemblait beaucoup à celui qu'au Brésil on appelle bois de fer, à cause de son excessive dureté. J'en coupai une pièce avec une peine extrême et en gâtant presque ma hache. Je n'eus pas moins de difficulté pour la mener jusque chez moi, car elle était extrêmement lourde. La dureté excessive de ce bois et le manque de moyens d'exécution firent que je demeurai longtemps à façonner cet instrument. Ce ne fut que petit à petit que je pus lui donner la forme d'une pelle ou d'une bêche. Son manche était exactement fait comme à celle dont on se sert en Angleterre, mais sa partie plate n'étant pas ferrée, elle ne pouvait pas être d'un aussi long usage. Néanmoins, elle remplit assez bien son office dans toutes les occasions que j'eus de m'en servir. Jamais pelle, je pense, ne fut faite de cette façon et ne fut si longue à fabriquer. Mais ce n'était pas tout. Il me manquait encore un panier ou une brouette. Un panier il m'était de toute impossibilité d'en faire, n'ayant rien de semblable à des baguettes ployantes propres à tresser de la vannerie. Du moins, je n'en avais point encore découvert. Quant à la brouette, je m'imaginais que je pourrais en venir à bout, à l'exception de la roue dont je n'avais aucune notion et que je ne savais comment entreprendre. D'ailleurs, je n'avais rien pour forger le goujon de fer qui devait passer dans l'axe ou le moyeu. J'y renonçai donc, et pour emporter la terre que je tirai de la grotte, je me fis une machine semblable à l'oiseau dans lequel les manœuvres portent le mortier quand ils servent les maçons. La façon de ce dernier ustensile me présenta moins de difficultés que celle de la pelle. Néanmoins, l'une et l'autre, et la malheureuse tentative que je fis de construire une brouette, ne me prirent pas moins de 4 journées, en exceptant toujours le temps de ma promenade du matin avec mon fusil. Je la manquais rarement, et rarement aussi manquai-je d'en rapporter quelque chose à manger. Le 23. Mon autre travail ayant été interrompu pour la fabrication de ces outils, dès qu'ils furent achevés, je le repris, et tout en faisant ce que le temps et mes forces me permettaient, je passai 18 jours entiers à élargir et à creuser ma grotte, afin qu'elle pût loger mes meubles plus commodément. Nota. Durant tout ce temps, je travaillais à faire cette chambre ou cette grotte assez spacieuse pour me servir d'entrepôt, de magasin, de cuisine, de salle à manger et de cellier. Quant à mon logement, je me tenais dans ma tente, hormis quelques jours de la saison humide de l'année où il pleuvait si fort que je ne pouvais y être à l'abri, ce qui m'obligea plus tard à couvrir tout mon enclos de longues perches en forme de chevrons butant contre le rocher, et à les charger de glaïeuls et de grandes feuilles d'arbres en guise de chaume. Le 10 décembre. Je commençais alors à regarder ma grotte ou ma voûte comme terminée, lorsque tout à coup, sans doute je l'avais faite trop vaste, une grande quantité de terre éboula du haut de l'un des côtés. J'en fus, en un mot, très épouvanté, et non pas sans raison, car si je m'étais trouvé dessous, je n'aurais jamais eu besoin d'un fossoyeur. Pour réparer cet accident, j'eus énormément de besogne. Il fallut emporter la terre qui s'était détachée, et, ce qui était encore plus important, il fallut étançonner la voûte, afin que je pusse être bien sûr qu'il ne s'écroulerait plus rien. Le 11. Conséquemment, je travaillais à cela, et je plaçais 2 étais, ou poteaux, posés à plomb sous le ciel de la grotte, avec 2 morceaux de planche mis en croix sur chacun. Je terminai cet ouvrage le lendemain. Puis, ajoutant encore des étais garnis de couches, au bout d'1 semaine environ, j'eus mon plafond assuré. Et comme ces poteaux étaient placés en rang,
ils me servirent de cloison pour distribuer mon logis. Le 17. À partir de ce jour, jusqu'au 20e, je posais des tablettes et je fichais des clous sur les poteaux pour suspendre tout ce qui pouvait s'accrocher. Je commençais dès lors à avoir mon intérieur en assez bon ordre. Le 20. Je portais toutes mes affaires dans ma grotte. Je me mis à meubler ma maison. Et j'assemblai quelques bouts de planches en manière de dressoir pour apprêter mes viandes dessus. Mais les planches commencèrent à devenir fort rares par-devers moi. Je me fabriquai aussi une autre table. Le 24. Beaucoup de pluie toute la nuit et tout le jour. Je ne sortis pas. Le 25. Pluie toute la journée. Le 26. Point de pluie. La terre était alors plus fraîche qu'auparavant et plus agréable. Le 27. Je tuai un chevreau et j'en estropiai un autre, qu'alors je pus attraper et amener en laisse à la maison. Dès que je fus arrivé, je liai avec des éclisses l'une de ses jambes qui était cassée. Nota. J'en pris un tel soin qu'il survécut, et que sa jambe redevint aussi forte que jamais. Et comme je le soignai ainsi fort longtemps, il s'apprivoisa et paissait sur la pelouse devant ma porte, sans chercher aucunement à s'enfuir. Ce fut la première fois que je conçus la pensée de nourrir des animaux privés, pour me fournir d'aliments quand toute ma poudre et tout mon plomb seraient consommés. Les 28, 29 et 30. Grande chaleur et pas de brise, si bien qu'il ne m'était possible de sortir que sur le soir pour chercher ma subsistance. Je passai ce temps à mettre tous mes effets en ordre dans mon habitation. Le 1er janvier. Chaleur toujours excessive. Je sortis pourtant de grand matin et sur le tard avec mon fusil, et je me reposai dans le milieu du jour. Ce soir-là, m'étant avancé dans les vallées situées vers le centre de l'île, j'y découvris une grande quantité de boucs, mais très farouches et très difficiles à approcher. Je résolus cependant d'essayer si je ne pourrais pas dresser mon chien à les chasser par-devers moi. Le 2. En conséquence, je sortis le lendemain avec mon chien et je le lançai contre les boucs. Mais je fus désappointé, car tous lui firent face. Et comme il comprit parfaitement le danger, il ne voulut pas même se risquer près d'eux. Le 3. Je commençai mon retranchement ou ma muraille. Et, comme j'avais toujours quelque crainte d'être attaqué, je résolus de le faire très épais et très solide. Nota. Cette clôture ayant déjà été décrite, j'omets à dessein dans ce journal ce que j'en ai dit plus haut. Il suffira de prier d'observer que je n'employai pas moins de temps que depuis le 3 janvier jusqu'au 14 avril pour l'établir, la terminer et la perfectionner, quoiqu'elle n'eût pas plus de 24 verges d'étendue. Elle décrivait un demi-cercle à partir d'un point du rocher jusqu'à un second point éloigné du premier d'environ 8 verges, et dans le fond, juste au centre, se trouvait la porte de ma grotte. Je travaillai très péniblement durant tout cet intervalle, contrarié par les pluies, non seulement plusieurs jours, mais quelquefois plusieurs semaines de suite. Je m'étais imaginé que je ne saurais être parfaitement à couvert avant que ce rempart fût entièrement achevé. Il est aussi difficile de croire que d'exprimer la peine que me coûta chaque chose, surtout le transport des pieux depuis les bois et leur enfoncement dans le sol, car je les avais faits beaucoup plus gros qu'il n'était nécessaire. Cette palissade terminée, et son extérieur étant doublement défendu par un revêtement de gazon adossé contre pour la dissimuler, je me persuadai que s'il advenait qu'on abordât sur cette terre, on n'apercevrait rien qui ressemblât à une habitation. Et ce fut fort heureusement que je la fis ainsi, comme on pourra le voir par la suite, dans une occasion remarquable. Chaque jour, j'allais chasser et faire ma ronde dans les bois, à moins que la pluie ne m'en empêchât. Et dans ces promenades, je faisais assez souvent la découverte d'une chose ou d'une autre à mon profit. Je trouvai surtout une sorte de pigeon qui ne nichait point sur les arbres, comme font les ramiers, mais dans des trous de rochers,
à la manière des pigeons domestiques. Je pris quelques-uns de leurs petits pour essayer à les nourrir et à les apprivoiser, et j'y réussis. Mais quand ils furent plus grands, ils s'envolèrent. Le manque de nourriture en fut la principale cause, car je n'avais rien à leur donner. Quoi qu'il en soit, je découvrais fréquemment leur nid, et j'y prenais leurs pigeonneaux dont la chair était excellente. En administrant mon ménage, je m'aperçus alors qu'il me manquait beaucoup de choses, que de prime abord je me crus incapable de fabriquer, ce qui de fait se vérifia pour quelques-unes. Par exemple, je ne pus jamais amener une futaille au point d'être cerclée. J'avais un petit baril ou deux, comme je l'ai noté plus haut, mais il fut tout à fait hors de ma portée d'en faire un sur leur modèle. J'employai pourtant plusieurs semaines à cette tentative. Je ne sus jamais l'assembler sur ses fonds, ni joindre assez exactement ses douves pour y faire tenir de l'eau. Ainsi, je fus encore obligé de passer outre. En second lieu, j'étais dans une grande pénurie de lumière. Sitôt qu'il faisait nuit, ce qui arrivait ordinairement vers 7 heures, j'étais forcé de me mettre au lit. Je me ressouvins de la masse de cire vierge dont j'avais fait des chandelles pendant mon aventure d'Afrique, mais je n'en avais point alors. Mon unique ressource fut donc, quand j'eus tué une chèvre, d'en conserver la graisse. Et avec une petite écuelle de terre glaise que j'avais fait cuire au soleil et dans laquelle je mis une mèche d'étoupe, de me faire une lampe dont la flamme me donna une lueur, mais une lueur moins constante et plus sombre que la clarté d'un flambeau. Au milieu de tous mes travaux, il m'arriva de trouver, en visitant mes bagages, un petit sac qui, ainsi que je l'ai déjà fait savoir, avait été empli de grains pour la nourriture de la volaille à bord du vaisseau. Non pas lors de notre voyage, mais, je le suppose, lors de son précédent retour de Lisbonne. Le peu de grains qui était resté dans le sac avait été tout dévoré par les rats, et je n'y voyais plus que de la balle et de la poussière. Or, ayant besoin de ce sac pour quelque autre usage, c'était, je crois, pour y mettre de la poudre lorsque je la partageais de crainte du tonnerre, j'allais en secouer la balle au pied du rocher, sur un des côtés de mes fortifications. C'était un peu avant les grandes pluies mentionnées précédemment que je jetai cette poussière sans y prendre garde. Pas même assez pour me souvenir que j'avais vidé là quelque chose. Quand au bout d'un mois ou environ, j'aperçus quelques tiges vertes qui sortaient de terre. J'imaginai d'abord que c'étaient quelques plantes que je ne connaissais point. Mais quelle furent ma surprise et mon étonnement lorsque, peu de temps après, je vis environ 10 ou 12 épis d'une orge verte et parfaite, de la même qualité que celle d'Europe, voire même que notre orge d'Angleterre. Il serait impossible d'exprimer mon ébahissement et le trouble de mon esprit à cette occasion. Jusque-là, ma conduite ne s'était appuyée sur aucun principe religieux. En fait, j'avais très peu de notions religieuses dans la tête, et dans tout ce qui m'était advenu, je n'avais vu que l'effet du hasard, ou, comme on dit légèrement, du bon plaisir de Dieu, sans même chercher en ce cas à pénétrer les fins de la providence et son ordre qui régit les événements de ce monde. Mais après que j'eus vu croître de l'orge dans un climat que je savais n'être pas propre à ce grain, surtout ne sachant pas comment il était venu là, je fus étrangement émerveillé, et je commençai à me mettre dans l'esprit que Dieu avait miraculeusement fait pousser cette orge sans le secours d'aucune semence, uniquement pour me faire subsister dans ce misérable désert. Cela me toucha un peu le cœur, et me fit monter des larmes aux yeux. Et je commençai à me féliciter de ce qu'un tel prodige eût été opéré en ma faveur. Mais le comble de l'étrange pour moi, ce fut de voir près des premières, tout le long du rocher, quelques tiges éparpillées qui semblaient être des tiges de riz, et que je reconnus pour telles parce que j'en avais vu croître quand j'étais sur les côtes d'Afrique. Non seulement je pensais que la Providence m'envoyait ses présents, mais
Étant persuadé que sa libéralité devait s'étendre encore plus loin, je parcourus de nouveau toute cette portion de l'île que j'avais déjà visitée, cherchant dans tous les coins et au pied de tous les rochers, dans l'espoir de découvrir une plus grande quantité de ces plantes. Mais je n'en trouvais pas d'autres. Enfin, il me revint à l'esprit que j'avais secoué en cet endroit le sac qui avait contenu la nourriture de la volaille. Et le miracle commença à disparaître. Je dois l'avouer, ma religieuse reconnaissance envers la providence de Dieu s'évanouit aussitôt que j'eus découvert qu'il n'y avait rien que de naturel dans cet événement. Cependant, il était si étrange et si inopiné qu'il ne méritait pas moins ma gratitude que s'il eût été miraculeux. En effet, n'était-ce pas tout aussi bien l'œuvre de la Providence que s'ils étaient tombés du ciel, que ces 10 ou 12 grains furent restés intacts quand tout le reste avait été ravagé par les rats, et qu'en outre je les eusse jetés précisément dans ce lieu abrité par une roche élevée, où ils avaient pu germer aussitôt, tandis qu'en cette saison, partout ailleurs, ils auraient été brûlés par le soleil et détruits? Comme on peut le croire, je recueillis soigneusement les épis de ces blés dans leur saison, ce qui fut environ à la fin de juin. Et mettant en réserve jusqu'au moindre grain, je résolus de semer tout ce que j'en avais, dans l'espérance qu'avec le temps, j'en récolterais assez pour faire du pain. 4 années s'écoulèrent avant que je pusse me permettre d'en manger. Encore n'en usai-je qu'avec ménagement, comme je le dirai plus tard en son lieu. Car tout ce que je confiai à la terre, la première fois, fut perdu pour avoir mal pris mon temps en le semant justement avant la saison sèche, de sorte qu'il ne poussa pas, ou poussa tout au moins fort mal. Nous reviendrons là-dessus. Outre cette orge, il y avait 20 ou 30 tiges de riz, que je conservais avec le même soin et dans le même but, c'est-à-dire pour me faire du pain, ou plutôt diverses sortes de mets. J'avais trouvé le moyen de cuire sans four, bien que plus tard j'en ai fait un. Mais retournons à mon journal. Je travaillai très assidûment pendant ces 3 mois et demi à la construction de ma muraille. Le 14 avril, je la fermai, me réservant de pénétrer dans mon enceinte au moyen d'une échelle et non point d'une porte, afin qu'aucun signe extérieur ne pût trahir mon habitation. Le 16 avril, je terminai mon échelle dont je me servais ainsi. D'abord, je montai sur le haut de la palissade, puis je la menais à moi et la replaçais en dedans. Ma demeure me parut alors complète, car j'y avais assez de place dans l'intérieur, et rien ne pouvait venir à moi du dehors, à moins de d'abord passer par-dessus ma muraille. Juste le lendemain que cet ouvrage fut achevé, je faillis avoir tous mes travaux renversés d'un seul coup et à perdre moi-même la vie. Voici comment. J'étais occupé derrière ma tente, à l'entrée de ma grotte, lorsque je fus horriblement effrayé par une chose vraiment affreuse. Tout à coup, la terre s'éboula de la voûte de ma grotte et du flanc de la montagne qui me dominait, et 2 des poteaux que j'avais placés dans ma grotte craquèrent effroyablement. Je fus remué jusque dans les entrailles, mais ne soupçonnant pas la cause réelle de ce fracas, je pensai seulement que c'était la voûte de ma grotte qui croulait, comme elle avait déjà croulé en partie. De peur d'être englouti, je courus vers mon échelle, et, ne m'y croyant pas encore en sûreté, je passai par-dessus ma muraille, pour échapper à des quartiers de rochers que je m'attendais à voir fondre sur moi. Sitôt que j'eus posé le pied hors de ma palissade, je reconnus qu'il y avait un épouvantable tremblement de terre. Le sol sur lequel j'étais s'ébranla 3 fois à environ 8 minutes de distance, et ces 3 secousses furent si violentes qu'elles auraient pu renverser l'édifice le plus solide qui ait jamais été. Un fragment énorme se détacha de la cime d'un rocher situé proche de la mer, à environ un demi-mille de moi, et tomba avec un tel bruit que de ma vie je n'en avais entendu de pareil.
L'océan même me parut violemment agité. Je pense que les secousses avaient été plus fortes encore sous les flots que dans l'île. N'ayant jamais rien senti de semblable, ne sachant pas même que cela existât, je fus tellement atterré que je restai là, comme mort, ou stupéfié, et le mouvement de la terre me donna des nausées comme à quelqu'un ballotté sur la mer. Mais le bruit de la chute du rocher me réveilla, m'arracha à ma stupeur et me remplit d'effroi. Mon esprit n'entrevit plus alors que l'écroulement de la montagne sur ma tente et l'anéantissement de tous mes biens. Et cette idée naufragea une seconde fois mon âme. Après que la troisième secousse fut passée, et qu'il se fut écoulé quelque temps sans que j'eusse rien senti de nouveau, je commençai à reprendre courage. Pourtant je n'osais pas encore repasser par-dessus ma muraille, de peur d'être enterré tout vif. Je demeurais immobile, assis à terre, profondément abattu et désolé, ne sachant que résoudre et que faire. Durant tout ce temps, je n'eus pas une seule pensée sérieuse de religion, si ce n'est cette banale invocation « Seigneur, aie pitié de moi », qui cessa en même temps que le péril. Tandis que j'étais dans cette situation, je m'aperçus que le ciel s'obscurcissait et se couvrait de nuages comme s'il allait pleuvoir. Bientôt après, le vent se leva par degrés et en moins d'une demi-heure, un terrible ouragan se déclara. La mer se couvrit tout à coup d'écume, les flots inondèrent le rivage, les arbres se déracinèrent. Bref, ce fut une affreuse tempête. Elle dura près de 3 heures. Ensuite, elle alla en diminuant. Et au bout de 2 autres heures, tout était rentré dans le calme, et il commença à pleuvoir abondamment. Cependant, j'étais toujours étendu sur la terre, dans la terreur et l'affliction, lorsque soudain je fis réflexion que ces vents et cette pluie, étant la conséquence du tremblement de terre, ils devaient être passés, et que je pouvais me hasarder à retourner à ma grotte. Cette pensée ranima mes esprits, et, la pluie aidant aussi à me persuader, j'allai m'asseoir dans ma tente. Mais la violence de l'orage menaçant de la renverser, je fus contraint de me retirer dans ma grotte, quoique j'y fusse fort mal à l'aise, tremblant qu'elle ne s'écroulât sur ma tête. Cette pluie excessive m'obligea à un nouveau travail, c'est-à-dire à pratiquer une rigole au travers de mes fortifications, pour donner un écoulement aux eaux qui, sans cela, auraient inondé mon habitation. Après être resté quelque temps dans ma grotte, sans éprouver de nouvelles secousses, je commençai à être un peu plus rassuré. Et pour ranimer mes sens, qui avaient grand besoin de l'être, j'allai à ma petite provision et je pris une petite goutte de rhum. Alors, comme toujours, j'en usai très sobrement, sachant bien qu'une fois bu, il ne me serait pas possible d'en avoir d'autre. Il continua de pleuvoir durant toute la nuit et une grande partie du lendemain, ce qui m'empêcha de sortir. L'esprit plus calme, je me mis à réfléchir sur ce que j'avais de mieux à faire. Je conclus que l'île étant sujette au tremblement de terre, je ne devais pas vivre dans une caverne, et qu'il me fallait songer à construire une petite hutte dans un lieu découvert, que pour ma sûreté, j'entourerais également d'un mur, persuadé qu'en restant où j'étais, je serais un jour ou l'autre enterré tout vif. Ces pensées me déterminèrent à éloigner ma tente de l'endroit qu'elle occupait, justement au-dessous d'une montagne menaçante, qui, sans nul doute, l'ensevelirait à la première secousse. Aussi, je passai les 2 jours suivants, les 19 et 20 avril, à chercher où et comment je transporterais mon habitation. La crainte d'être englouti vivant m'empêchait de dormir tranquille, et la crainte de coucher dehors, sans aucune défense, était presque aussi grande. Mais quand, regardant autour de moi, je voyais le bel ordre où j'avais mis toutes choses, et combien j'étais agréablement caché et à l'abri de tout danger, j'éprouvais la plus grande répugnance à déménager. Dans ces entrefaites, je réfléchis que l'exécution de ce projet me demanderait beaucoup de temps,
et qu'il me fallait, malgré les risques, rester où j'étais, jusqu'à ce que je me fusse fait un campement, et que je l'eusse rendu assez sûr pour aller m'y fixer. Cette décision me tranquillisa pour un temps, et je résolus de me mettre à l'ouvrage avec toute la diligence possible, pour me bâtir dans un cercle, comme la première fois, un mur de pieux, de câbles, etc., et d'y établir ma tente quand il serait fini, mais de rester où j'étais jusqu'à ce que cet enclos fût terminé et prêt à me recevoir. C'était le 21. Le 22. Dès le matin, j'avisai au moyen de réaliser mon dessein, mais j'étais dépourvu d'outils. J'avais 3 grandes haches et une grande quantité de hachettes, car nous avions emporté des hachettes pour trafiquer avec les Indiens. Mais à force d'avoir coupé et taillé des bois durs et noueux, elles étaient émoussées et ébréchées. Je possédais bien une pierre à aiguiser, mais je ne pouvais la faire tourner en même temps que je repassais. Cette difficulté me coûta autant de réflexion qu'un homme d'État pourrait en dépenser sur un grand point de politique, ou un juge sur une question de vie ou de mort. Enfin, j'imaginai une roue à laquelle j'attachai un cordon pour la mettre en mouvement au moyen de mon pied, tout en conservant mes 2 mains libres. Nota. Je n'avais jamais vu ce procédé mécanique en Angleterre, ou du moins je ne l'avais point remarqué, quoique j'ai observé depuis qu'il y est très commun. En outre, cette pierre était très grande et très lourde, et je passai une semaine entière à amener cette machine à perfection. Les 28 et 29. J'employai ces 2 jours à aiguiser mes outils, le procédé pour faire tourner ma pierre allant très bien. Le 30. M'étant aperçu depuis longtemps que ma provision de biscuits diminuait, j'en fis la revue, et je me réduisis à 1 biscuit par jour, ce qui me rendit le cœur très chagrin. Le 1er mai. Le matin, en regardant du côté de la mer à la marée basse, j'aperçus par extraordinaire sur le rivage quelque chose de gros qui ressemblait assez à un tonneau. Quand je m'en fus approché, je vis que c'était un baril et quelques débris du vaisseau qui avait été jeté sur le rivage par le dernier ouragan. Portant alors mes regards vers la carcasse du vaisseau, il me sembla qu'elle sortait au-dessus de l'eau plus que de coutume. J'examinai le baril qui était sur la grève. Je reconnus qu'il contenait de la poudre à canon, mais qu'il avait pris l'eau, et que cette poudre ne formait plus qu'une masse aussi dure qu'une pierre. Néanmoins, provisoirement, je le roulai plus loin sur le rivage, et je m'avançai sur les sables le plus près possible de la coque du navire, afin d'essayer d'en trouver d'autres. Quand je fus descendu tout proche, je trouvai sa position étonnamment changée. Le château de proue, qui d'abord était enfoncé dans le sable, était alors élevé de 6 pieds au moins, et la poupe, que la violence de la mer avait brisée et séparée du reste peu de temps après que j'y eus fait mes dernières recherches, avait été lancée, pour ainsi dire, et jetée sur le côté. Le sable s'était tellement amoncelé près de l'arrière que là où auparavant une grande étendue d'eau m'empêchait d'approcher à plus d'1/4 de mille sans me mettre à la nage, je pouvais marcher jusqu'au vaisseau quand la marée était basse. Je fus d'abord surpris de cela, mais bientôt je conclus que le tremblement de terre devait en être la cause. Et comme il avait augmenté le bris du vaisseau, chaque jour il venait au rivage quantité de choses que la mer avait détachées, et que les vents et les flots roulaient par degrés jusqu'à terre. Ceci vint me distraire totalement de mon dessein de changer d'habitation, et ma principale affaire, ce jour-là, fut de chercher à pénétrer dans le vaisseau. Mais je vis que c'était une chose que je ne devais point espérer, car son intérieur était encombré de sable. Néanmoins, comme j'avais appris à ne désespérer de rien, je résolus d'en arracher par morceaux ce que je pourrais, persuadé que tout ce que j'en tirerais me serait de quelque utilité. Le 3. Je commençai par scier un bau qui maintenait la partie supérieure proche le gaillard d'arrière, et quand je l'eus coupé,
j'ôtai tout ce que je pus du sable qui embarrassait la portion la plus élevée. Mais la marée venant à monter, je fus obligé de m'en tenir là pour cette fois. Le 4. J'allai à la pêche, mais je ne pris aucun poisson que j'osasse manger. Ennuyé de ce passe-temps, j'étais sur le point de me retirer quand j'attrapai un petit dauphin. Je m'étais fait une grande ligne avec du fil de carré, mais je n'avais point d'hameçon. Néanmoins, je prenais assez de poissons pour mes besoins en nourriture. Je l'exposai au soleil et je le mangeai sec. Le 5. Je travaillai sur la carcasse, je coupai un second bot et je tirai des ponts 3 grandes planches de sapin. Je les liai ensemble et les fis flotter vers le rivage quand vint le flot de la marée. Le 6. Je travaillai sur la carcasse. J'en arrachai quantité de chevilles et autres ferrures. Ce fut une rude besogne. Je rentrai chez moi très fatigué et j'eus envie de renoncer à ce sauvetage. Le 7. Je retournai à la carcasse, mais non dans l'intention d'y travailler. Je trouvai que par son propre poids elle s'était affaissée depuis que les bots étaient sciés, et que plusieurs pièces du bâtiment semblaient se détacher. Le fond de la cale était tellement entr'ouvert que je pouvais voir dedans. Elle était presque emplie de sable et d'eau. Le 8. J'allai à la carcasse, et je portais avec moi une pince pour démanteler le pont, qui pour lors était entièrement débarrassé d'eau et de sable. J'enfonçai 2 planches que j'amenai aussi à terre avec la marée. Je laissai là ma pince pour le lendemain. Le 9. J'allai à la carcasse, et avec mon levier je pratiquai une ouverture dans la coque du bâtiment. Je sentis plusieurs tonneaux que j'ébranlai avec la pince sans pouvoir les défoncer. Je sentis également le rouleau de plomb d'Angleterre. Je le remuai, mais il était trop lourd pour que je pusse le transporter. Les 10, 11, 12, 13 et 14. J'allai chaque jour à la carcasse, et j'en tirai beaucoup de pièces de charpente, des bordages, des planches et 200 ou 300 livres de fer. Le 15. Je portai 2 haches, pour essayer si je ne pourrais point couper un morceau du rouleau de plomb en y appliquant le taillant de l'une, que j'enfoncerais avec l'autre. Mais comme il était recouvert d'1,5 pied d'eau environ, je ne pus frapper aucun coup qui portât. Le 16. Il avait fait un grand vent durant la nuit. La carcasse paraissait avoir beaucoup souffert de la violence des eaux. Mais je restai si longtemps dans les bois à attraper des pigeons pour ma nourriture que la marée m'empêcha d'aller au bâtiment ce jour-là. Le 17. J'aperçus quelques morceaux de débris jetés sur le rivage, à 2 miles de moi environ. Je m'assurai de ce que ce pouvait être, et je trouvai que c'était une pièce de l'éperon, trop pesante pour que je l'emportasse. Le 24. Chaque jour jusqu'à celui-ci, je travaillais sur la carcasse, et j'en ai branlé si fortement en plusieurs parties à l'aide de ma pince, qu'à la première grande marée flottèrent plusieurs futailles et 2 coffres de matelots. Mais comme le vent soufflait de la côte, rien ne vint à terre ce jour-là, si ce n'est quelques membrures et une barrique pleine de porcs du Brésil que l'eau et le sable avaient gâté. Je continuai ce travail jusqu'au 15 juin, en acceptant le temps nécessaire pour me procurer des aliments, que je fixai toujours, durant cette occupation, à la marée haute, afin que je pusse être prêt pour le jusant. Alors j'avais assez amassé de charpente, de planches et de ferrures pour construire un bon bateau, si j'eusse su comment. Je parvins aussi à recueillir, en différentes fois et en différents morceaux, près de 100 livres de plomb laminé. Le 16 juin. En descendant sur le rivage, je trouvai une grande chélonne, ou tortue de mer, la première que je vis. C'était assurément pure mauvaise chance, car elle n'était pas rare sur cette terre. Et s'il m'était arrivé d'être sur le côté opposé de l'île, j'aurais pu en avoir par centaines tous les jours, comme je le fis plus tard. Mais peut-être les aurais-je payées assez cher. Le 17. J'employai ce jour à faire cuire ma tortue. Je trouvai dedans 60 œufs, et sa chair me parut la plus agréable et la plus savoureuse que j'eusse goûtée de ma vie.
n'ayant eu d'autre viande que celle de chèvre ou d'oiseau depuis que j'avais abordé à cet horrible séjour. Le 18. Il plut toute la journée et je ne sortis pas. La pluie me semblait froide, j'étais transi, chose extraordinaire dans cette latitude. Le 19. J'étais fort mal et je grelottais comme si le temps eût été froid. Le 20. Je n'eus pas de repos de toute la nuit, mais la fièvre et de violentes douleurs dans la tête. Le 21. Je fus très mal, et effrayé presque à la mort par l'appréhension d'être, en ma triste situation, malade et sans secours. Je priai Dieu, pour la première fois depuis la tourmente essuyée au large de Houle. Mais je savais à peine ce que je disais, ou pourquoi je le disais. Toutes mes pensées étaient confuses. Le 22. J'étais un peu mieux, mais dans l'affreuse transe de faire une maladie. Le 23. Je fus derechef fort mal. J'étais glacé et frissonnant, et j'avais une violente migraine. Le 24. Beaucoup mieux. Le 25. Fièvre violente. L'accès, qui me dura 7 heures, était alternativement froid et chaud et accompagné de sueurs affaiblissantes. Le 26. Il y eut du mieux, et comme je n'avais point de vivres, je pris mon fusil, mais je me sentis très faible. Cependant, je tuai une chèvre que je traînai jusque chez moi avec beaucoup de difficulté. J'en grillai quelques morceaux que je mangeai. J'aurais désiré les faire bouillir pour avoir du consommé, mais je n'avais point de peau. Le 27. La fièvre redevint si aiguë que je restai au lit tout le jour, sans boire ni manger. Je mourais de soif, mais j'étais si affaibli que je n'eus pas la force de me lever pour aller chercher de l'eau. J'invoquai Dieu de nouveau, mais j'étais dans le délire, et quand il fut passé, j'étais si ignorant que je ne savais que dire. Seulement j'étais étendu et je criais « Seigneur, jette un regard sur moi! Seigneur, aie pitié de moi! Seigneur, fais-moi miséricorde !» Je suppose que je ne fis rien autre chose pendant 2 ou 3 heures, jusqu'à ce que, l'accès ayant cessé, je m'endormis pour ne me réveiller que fort avant dans la nuit. À mon réveil, je me sentis soulagé, mais faible et excessivement altéré. Néanmoins, comme je n'avais point d'eau dans toute mon habitation, je fus forcé de rester couché jusqu'au matin, et je me rendormis. Dans ce second sommeil, j'eus ce terrible songe. Il me semblait que j'étais étendu sur la terre, en dehors de ma muraille, à la place où je me trouvais quand, après le tremblement de terre, éclata l'ouragan, et que je voyais un homme qui, d'une nuée épaisse et noire, descendait à terre au milieu d'un tourbillon éclatant de lumière et de feu. Il était de pied en cap resplendissant comme une flamme, tellement que je ne pouvais le fixer du regard. Sa contenance était vraiment effroyable, la dépeindre par des mots serait impossible. Quand il posa le pied sur le sol, la terre me parut s'ébranler, juste comme elle avait fait lors du tremblement, et tout l'air sembla, en mon imagination, sillonner de traits de feu. À peine était-il descendu sur la terre qu'il s'avança pour me tuer avec une longue pique qu'il tenait à la main. Et, quand il fut parvenu vers une éminence peu éloignée, il me parla. Et jouis une voix si terrible qu'il me serait impossible d'exprimer la terreur qui s'empara de moi. Tout ce que je puis dire, c'est que j'entendis ceci. « Puisque toutes ces choses ne t'ont point porté au repentir, tu mourras. » À ces mots, il me sembla qu'il levait sa lance pour me tuer. Que nul de ceux qui liront jamais cette relation ne s'attende à ce que je puisse dépeindre les angoisses de mon âme lors de cette terrible vision, qui me fit souffrir même durant mon rêve. Et il ne me serait pas plus possible de rendre l'impression qui resta gravée dans mon esprit après mon réveil, après que j'eus reconnu que ce n'était qu'un songe.